Bien, on a lancé l'enregistrement, ça y est. Super. Bon, bonjour tout le monde. Pour ceux qui regardent, nous regarderont, on est en train de faire un petit enregistrement avec Olivia Simniakos, qui a répondu présente à mon projet de faire des mini-conférences pour les interactions et les interventions d'animaux en détresse. Vous vous souvenez, on avait dit on avait trois axes. On avait l'axe santé, l'axe légal et l'axe action sur le terrain. Et Olivia va intervenir sur l'axe légal, comme vous écoutez. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est très humble comme personne et elle n'aime pas du tout quand je dis que c'est une avocate reconnue et très appréciée sur la place. Mais c'est ce que je pense. Donc, Olivia, elle a créé le cabinet Animalex en France. Et elle est également cofondatrice de l'association Happy Earth Now avec Guillaume Corpart qui fait des conférences notamment sur plein de pays français, dans la Suisse, la France, la Belgique et certainement que j'en oublie. Et voilà, donc Olivia, je vous remercie déjà juste maintenant de vous répondre présente dès le début en fait à cette initiative et je vais vous laisser prendre la parole pour vous présenter brièvement et si vous pouvez nous présenter un tout petit peu votre cabinet et ce que vous auriez envie de nous dire sur Animalex. Bonjour à tous. C'est moi qui vous remercie, Sylvia, de m'avoir intégré à ce beau projet auquel je suis ravie de participer. Ma présentation, vous l'avez un petit peu faite, hein. Je suis avocate, j'ai 44 ans. Je pratique exclusivement le droit animalier depuis presque un an et demi, puisque j'ai créé un cabinet, donc Animalex, en juillet. Enfin, j'ai commencé l'activité en juillet 2019 en ne faisant que du droit animalier, puisque avant, je travaillais dans un cabinet pluridisciplinaire où je faisais du droit animalier et du droit des sociétés. Donc, à un moment donné, le droit des sociétés, voilà, ça me paraissait un petit peu lointain. Donc, voilà, j'ai un peu tout laissé tomber pour créer Animalex. Voilà, donc c'est un cabinet qui est installé à Bourg-en-Bresse. Donc, c'est pareil, hein, c'est pas Paris, c'est Bourg-en-Bresse. Voilà, c'est plus proche de la nature. Pour moi, c'est important. Voilà, je travaille depuis un an et demi. Je me lève le matin, je sais à quoi je sers, je me sens utile. Donc, c'est un bonheur de chaque jour. Euh, j'ai des clients, je travaille autant pour des particuliers que pour des associations, que pour des sociétés. Les dossiers sont variés. On a du droit pénal, du droit civil, du droit de l'environnement, du droit public. Donc, voilà, depuis un an et demi, voilà, je suis en train de réaliser mon petit rêve à moi. Merci beaucoup Olivia. Je trouve très important quelque chose que vous venez de dire. Il y a effectivement cette sorte d'accomplissement de sens. Vous savez pourquoi vous vous levez le matin. Mais vous avez mentionné quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est la variété des cas. Et ça m'amène à ce côté légal où effectivement on aborde la notion de l'animal sur énormément de codes et de sources d'un point de vue légal. Et pour nous, j'ai envie de dire, citoyens lambda, c'est pas toujours évident de savoir où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, comment, etc. Et je ne sais pas si vous avez vu lors des certaines conférences préalables, on a abordé l'importance de bien déterminer dans quel cadre on se situe, quel est l'environnement, de quel animal aussi on parle, parce que ça peut influencer quelles choses nous avons le droit de faire ou pas, ou quelles pourraient être les démarches. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu votre opinion vis-à-vis de ça? Quels sont, selon vous, les éléments clés si on voit un animal en détresse? Quelles sont, d'un point de vue légal, les premières choses auxquelles on doit penser, comme on disait, à l'environnement et à l'animal? Si vous pouviez nous parler un peu de ça. Oui, tout à fait. Alors, il faut bien garder à l'esprit que l'animal, son statut va dépendre de qui il est. C'est-à-dire qu'on a les animaux domestiques, les animaux sauvages de l'autre côté. Donc, dans les animaux domestiques, on va avoir les animaux de compagnie, on va avoir les animaux de rente, les animaux de divertissement, etc. Tous ceux qu'on appelle dans les textes animaux de compagnie ou apprivoisés ou tenus en captivité. Ces animaux-là, ils vont être protégés par le code pénal, ils vont être protégés par le code rural, etc. Si on se trouve en présence d'un animal sauvage, on ne va pas pouvoir avoir les mêmes réflexes que pour porter assistance à un animal domestique.
Sachant que, par exemple, si on est en présence d'un animal sauvage, accidenté ou blessé ou quoi ou qu'est-ce, il va falloir prendre de grandes précautions, déjà pour lui porter assistance, parce que, comme tout animal blessé, hein, il est potentiellement dangereux, ça c'est sûr. David Roussin nous dirait avant tout sécuriser le périmètre. Et nous Voilà, parce que aussi. l'idée, c'est que si on voit un animal accidenté au milieu de la route, on ne va pas piler nous et causer un accident derrière, parce que là, on va être poursuivis nous, parce qu'on aura créé un accident. On ne va pas non plus se mettre en danger nous-mêmes. Donc ça, c'est du bon sens, ce n'est pas du droit. Ce qui relève par contre du droit, c'est qu'un animal sauvage, on n'a pas le droit, selon son espèce, de le transporter tranquillement où on veut, comme on veut. Donc, si on se trouve en présence d'un animal sauvage, il va falloir prendre quand même quelques précautions. La première des choses, à mon sens, ce serait de contacter un centre de sauvegarde de la faune sauvage pour savoir déjà quoi faire dans un premier temps et s'il faut le transporter, je dirais, le canaliser, parce que ça, ça s'invente pas. Hein, et ensuite, moi, je serais d'avis quand même de contacter l'Office français de la biodiversité, parce que si vous vous faites attraper avec dans votre voiture un animal d'une espèce protégée, même s'il est blessé, vous pouvez raconter ce que vous voulez, on peut vous accuser de braconnage. La personne qui va vous arrêter ne saura pas forcément ce qui s'est passé avant. Donc voilà, les précautions à prendre surtout sur la faune sauvage, je dirais. Mhm, mhm. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous avons vu lors d'une conférence avec un membre de la LPO, justement. C'est vrai que des fois, quand on parle d'animaux sauvages, les gens, ils s'imaginent souvent à la savane, on parle d'un tigre, on parle de ci, on parle de ça. Mais lorsqu'on parle des hérissons ou qu'on parle d'un chevreuil, voilà, on considère déjà que c'est des animaux sauvages. Ou est-ce que vous pourriez nous faire d'un point de vue toujours légal, un peu cette différence, comment est-ce qu'on, légalement parlant, différencie un animal de compagnie d'un animal sauvage? Ah bah c'est le lien qu'il a. Alors déjà, alors on peut pas trancher par rapport à l'espèce. C'est surtout le lien et l'utilité qu'il va avoir avec l'être humain. Parce que si on prend, on cite toujours l'exemple du lapin. On peut pas dire tel animal il est sauvage, tel animal est domestique. Parce que si on prend le lapin, il va pouvoir être animal de compagnie. Donc, il est dans la chambre d'une petite fille, voilà. Mhm. Il va pouvoir être animal de rente, élevé pour sa viande, pour sa fourrure, malheureusement. Il va pouvoir être animal de divertissement si il travaille dans un cirque. Mhm. Il va pouvoir être animal sauvage s'il est tranquillement voilà, dans les champs. Et s'il est né lapin de Garenne, il va être nuisible. Donc, c'est encore un autre statut, parce que le nuisible, lui, c'est le, c'est le des moins protégés voilà, de l'histoire des animaux. Donc, enfin, nuisible, on parle plus de nuisible, mais non, on parle d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Mhm. Mais enfin, l'idée est la même. Hein. On a juste changé le mot et la protection est la même, c'est-à-dire Mhm. Niet. voilà, donc c'est vrai que l'animal sauvage, et puis vous parliez des hérissons, le hérisson, en plus d'être un animal sauvage, c'est un animal issu d'une espèce protégée. Donc Mhm. si vous faites attraper avec un hérisson dans la voiture, il vaut mieux avoir une bonne explication. À moins qu'on soit en direction du centre de biodiversité, parce que Oui, mais en même temps, on va vous expliquer que toutes les routes mènent à un centre de sauvegarde. Hein. Donc, vaut mieux avoir appelé quelqu'un avant et avoir une oui, voilà, trace. exactement. Voilà, de dire voilà, j'ai appelé, on m'a dit de me diriger à tel endroit, je ne fais que le transport d'un point à un autre. Voilà, je ne l'emmène pas vers mon barbecue, quoi, pour le cas du hérisson. Mon Dieu, ça, Mais des autres aussi. on est bien d'accord. Euh, Il y a quelque chose, on parlait des hérissons là juste un instant, mais c'est vrai qu'on vient de sortir de la période d'été, des grandes vacances, et on le sait, c'est une période pendant laquelle il y a encore plus d'animaux en détresse, et on en parle énormément. Le cas très connu pendant la période estivale, ce sont les chiens oubliés, euh, hein, on va dire le mot oublié, dans les voitures avec éventuellement la fenêtre fermée en plein soleil, pour prendre que l'exemple le plus courant. Euh, mais c'est un cas pas évident parce que l'animal est en détresse. On peut avoir envie effectivement de l'aider. On nous dit oui, vous pouvez casser la vitre, vous pouvez pas casser la vitre. Typiquement, c'est le genre de sujet aussi qu'on aimerait aborder aujourd'hui parce que il y a aussi cette notion, comme on venait d'aborder, de quelle est l'interaction finalement de l'animal avec l'humain pour pouvoir déterminer un peu le contexte dans lequel on est. Mais il y a aussi cette notion de propriété privée, de propriété publique. Enfin, est-ce qu'on le retrouve dans la rue, ou est-ce qu'on est dans une voiture ou dans un jardin privé?
C'est le genre de choses avec lesquelles j'aimerais aujourd'hui qu'on discute un tout petit peu de, encore une fois, quelles sont les bonnes réflexions à se faire lorsqu'on a envie d'aider un animal qu'on trouve. Si on prend le cas que je venais de mentionner du chien dans la voiture, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas, ou dans quelles circonstances, quelles sont les meilleures actions? Alors, le chien dans la voiture, je vais juste préciser que même avec les fenêtres ouvertes, entrouvertes, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, voilà. Alors, sur ce qu'on peut faire, je dirais tout dépend. Tout dépend de l'état de l'animal. On va parler d'un chien, parce que souvent ce sont les chiens. Tout dépend de l'état du chien. Si on voit que le chien est enfermé dans la voiture, mais qu'il a l'œil vif, le poil brillant et que ça a l'air d'aller, on va attendre un petit peu à côté de la voiture, voir si ça dure trop. On va peut-être, si on est à côté d'un supermarché, aller faire demander qu'on fasse une annonce, on essaie de rester calme quand le propriétaire sort, c'est pas toujours facile. Si bon, bah, il n'y a pas moyen de trouver le propriétaire et que ça dure un petit peu, on peut appeler la police pour une intervention. Bon, ça sont des choses quand il n'y a pas vraiment d'urgence. Si on regarde par la fenêtre, qu'on voit que le chien est en train de vraiment, il a chaud, il a l'aide, ça va pas. Première chose à faire, à mon sens, c'est d'appeler la police. Essayer de les contacter parce qu'ils peuvent être là rapidement et eux peuvent intervenir vraiment en cas de péril grave imminent. Ils vont pouvoir intervenir. S'ils ne peuvent pas intervenir, qu'ils vous envoient bouler, ça peut arriver parce que ben, des fois ils sont dans des choses, ils sont pris dans des choses voilà autres qui ne leur permettent pas de se déplacer immédiatement. À ce compte-là, si vraiment on peut considérer qu'il y a une urgence vitale, je dirais, pour l'animal à ouvrir le véhicule, on va pouvoir intervenir nous-mêmes, sachant que ce qui est essentiel, c'est de trouver deux témoins, des gens qui vont aussi constater l'état du chien, qui vont aussi constater que vous avez tenté d'appeler les services de police avant que vous n'êtes pas improvisé Superman voilà, en arrivant. Après, il y a en droit français ce qu'on appelle l'état de nécessité. Alors, je vais être obligée de citer un peu des articles. Alors, c'est l'article 122-7 du Code pénal qui nous dit n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Alors, on parle d'un bien. Je pense que là, dans ce texte-là, on pourrait aussi parler d'un animal, puisque l'article 515-14 du Code civil nous dit sous réserve des lois qui les protègent, les animaux restent soumis au régime des biens. Mais là, c'est bien quelque chose qui est susceptible de protéger l'animal. Donc, moi, je pense qu'on pourrait rajouter quand même du bien ou de l'animal. Mais là, en tout état de cause, il n'y a pas l'animal, mais c'est bien pour le protéger. Donc, il va être soumis au régime des biens et ça peut s'appliquer. Donc, à ce compte-là, il y a possibilité d'intervenir pour ouvrir le véhicule. Alors, on essaie de faire les choses proprement. Voilà, on évite de casser le pare-brise avant avec une batte de baseball juste pour se faire plaisir. On essaie d'ouvrir tranquillement la vitre, sortir l'animal et ensuite, ben, on suit les conseils qu'a dû donner David Roussin. Voilà, parce que ça, ce n'est plus de mon ressort, c'est du sien. Voilà, mais pour se protéger, voilà, il y a cette idée de danger grave imminent, d'urgence vitale pour l'animal, il y a cette idée de proportionnalité toujours, de proportionnalité de l'atteinte au bien d'autrui, parce que voilà, si par plaisir, si le chien il est tranquille, que le gars est juste allé acheter une baguette de pain et que vous pétez sa vitre, là vous allez être poursuivi pour dégradation du bien d'autrui, et en même temps ce sera un petit peu normal, parce que il y a des chiens qui restent 3 minutes le temps que la personne aille chercher une baguette de pain. Voilà, faut pas, voilà. C'est vraiment l'état de l'animal qui va déterminer l'urgence à intervenir. Est-ce que si on reste toujours sur ce même cas de la voiture, est-ce qu'il y aurait une différence si par exemple la voiture se trouve sur un parking public, comme vous disiez par exemple proche d'un supermarché, ou imaginons, il y a, vous savez, des habitations, des fois il y a des maisons en fait qui partagent par exemple un jardin et du coup qui partageraient un parking, mais que c'est fermé. Et du coup, on rentrerait quelque part dans une sphère un peu privée, c'est un jardin privé où il y a peut-être plusieurs lotissements. Est-ce que ce seront les mêmes principes entre guillemets qui s'appliquent ou est-ce que on aurait d'autres difficultés ou d'autres choses à réfléchir? Non, on ne partirait pas sur une violation de domicile parce que là, c'est quelque chose qui est commun à plusieurs personnes. Alors, un jardin, c'est autre chose. Un jardin d'une maison, c'est autre chose. Mais là, si c'est un parking de copropriété, bon, oui, c'est pas le domaine public, mais on peut intervenir en dehors du domaine public. Et après,
tout est question de proportionnalité et d'adéquation de l'action. Je veux dire, les gens peuvent déposer plainte, hein, ce n'est pas un souci, mais est-ce qu'un parquet va poursuivre sur cette base-là quand vous êtes intervenu sans causer de préjudice à personne, simplement pour sauver un animal qui était en danger? Je ne pense pas. Ok. Est-ce que si on trouve un animal, on va peut-être rentrer du coup maintenant dans ce côté propriété privée, Mmh. parce qu'on peut avoir des animaux qu'on va voir en détresse. On voit plein d'images des fois qui circulent hein, sur les réseaux sociaux. Ça peut être Ouais. sur les terrasses d'un appartement, Mmh. ça peut être sur un appartement fermé qui a été abandonné, ça peut être, ou comme on disait, un jardin du coup qui est fermé mais Mmh. sur lequel on ne peut pas rentrer. Là, c'est effectivement un peu plus compliqué parce que c'est de la propriété privée. Quelles sont les bonnes démarches à faire et à quoi on aurait le droit ou pas si on réfléchit toujours à cet état de nécessité où on voit vraiment qu'il y a Mmh. un danger vraiment imminent. Alors, il y a la propriété et il y a le domicile, en fait. Le domicile, c'est quelque chose qui est protégé en droit français. On ne peut pas pénétrer sur le domicile d'autrui, sinon on peut être poursuivi pour violation de domicile. Alors, la violation de domicile, alors le domicile, il n'est pas défini en tant que tel par le code pénal, il est défini par la jurisprudence, donc par les décisions de justice. Mhm. Donc, il va schématiquement comporter le local d'habitation et les dépendances si elles sont annexes au domicile. C'est-à-dire qu'un jardin, s'il est clos, on va considérer qu'il fait partie du domicile. Donc, on ne peut pas rentrer comme on veut. Mais après, la définition de la violation du domicile, Mhm. je repars dans mes articles, 226.4 du Code pénal, l'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes hors les cas où la loi le permet est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Donc, il faut qu'il y ait manœuvre ou menace ou voie de fait ou contrainte. Hors les cas où la loi le permet, si on est dans une situation d'état de nécessité, je pense que ça peut justifier. Mhm. Alors après, j'encourage pas tout le monde à rentrer dans les jardins de tout le monde pour aller sauver un chien parce qu'il a 2 mètres de corde, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. On parle de urgence vitale. Voilà, on parle d'urgence vitale. Mhm. Voilà, le fait de pénétrer dans le domicile des gens, c'est sanctionné. Si on a connaissance d'un problème avec un animal, d'un animal en détresse, qu'il n'y a pas urgence vitale, à ce compte-là, on appelle les services de police, on contacte la DDPP, donc Direction départementale des populations, Mhm. euh, de la préfecture. Il y a un service santé-protection animale dans toutes les DDPP et des DCSPP, ça dépend des départements. Voilà, ces gens-là sont habilités à intervenir et ce sera toujours avec l'accord d'un magistrat, du juge des libertés voilà. Donc ça va pas être on arrive, on ouvre les portes et puis voilà, il y a tout un voilà. Mais nous, c'est vraiment en tant que particulier pour se permettre de rentrer dans un domicile et je parle pas d'un appartement où on va aller péter la porte, hein, ça c'est hors de question. Mais pour rentrer, ne serait-ce que dans un jardin, il faut qu'il y ait une urgence vitale. Voilà, parce que sinon on va partir dans tout et Mhm. n'importe quoi. Donc voilà, le domicile est protégé, la violation de domicile est sanctionnée par le code pénal. Voilà, il faut le garder à l'esprit. Alors c'est vrai qu'il y a des situations qui sont insupportables, mais il y a des services de police, il y a des DDPP, voilà, il y a des gens compétents qu'on peut appeler pour intervenir quand il n'y a pas d'urgence vitale. Et généralement, quand on contacte les services de police ou de gendarmerie, les interventions sont quand même assez rapides. Mhm. Si on reste toujours un peu dans cette notion de propriété privée et de Mm, domicile. Là, c'est vrai qu'on a un peu regardé le fait que l'animal est seul et mm. on est témoin de sa détresse. Qu'est-ce qui se passe si on est témoin, toujours dans la voie privée, on va dire ça comme ça, d'une agression d'un humain envers un animal? Là, on appelle la police directe ou quelles sont les bonnes démarches à faire? Alors là, alors le bon sens. Le bon sens, c'est de ne pas se mettre soi-même en danger. Toujours. C'est la priorité, ça revient à sécuriser le périmètre. Hein, c'est ne pas aller se mettre en danger. On ne sait pas à qui on a affaire. Donc c'est vrai que le premier réflexe, ça va être d'appeler les forces de l'ordre. Et ils vont nous dire sans doute de ne pas intervenir nous-mêmes. Alors c'est vrai que c'est pas évident. Après, bon,
il y a des situations où on se retrouve à intervenir nous-mêmes. Bon, si on fait 2 mètres de haut et que la personne fait 1,50 m et qu'elle a pas l'air armée, bon, il y a peut-être moyen de, voilà, de la canaliser. Bon, après, chacun juge de ses propres limites, hein. Mais attention, parce que quand on fait 2 mètres de haut et qu'on s'attaque à une personne d'1,50 m qui fait 50 kilos quand nous, on en fait 120, on peut aussi être poursuivi si c'est un petit peu disproportionné parce qu'on était très en colère. On peut être poursuivi pour violence volontaire. Donc, attention. Voilà. Et la proportionnalité, très, très importante. Donc, tout est question de dosage. Donc, voilà, il faut toujours prendre un peu de recul malgré tout. Mais c'est vrai que, voilà, intervenir soi-même, on ne sait pas à qui on a affaire. On peut être en présence de quelqu'un qui est sous l'emprise de stupéfiants, de quelqu'un qui a des problèmes psychologiques et qui est de ce fait potentiellement dangereux avec lui-même, avec les autres. Donc voilà, c'est sûr que voir un animal en train de se faire tabasser ou je ne sais quoi, c'est insupportable, mais il faut, comme dirait Antoine Goetschel, essayer de garder la tête froide pour agir efficacement, parce que quand on réagit à chaud, on fait rien de bon, quoi. Est-ce que dans ces cas-là, c'est toujours la police qu'il faut appeler ou est-ce qu'il y a d'autres, on va dire, forces de l'ordre qui seraient peut-être... Police ou gendarmerie, voilà, en matière de protection animale, de toute façon, voilà, ça va être eux qui vont être compétents quand il y a une agression, je dirais en direct. C'est pas la DDPP qui va venir là pour le coup sur un épisode instantané, quoi. La DDPP va intervenir sur des mauvais traitements qui s'étalent dans le temps, sur une situation de vie qui n'est pas acceptable, mais pas sur des violences comme ça. Et les pompiers, est-ce qu'ils interviennent à certains moments ou pas du tout? Parce qu'on entend des Je paroles, pense pas qu'ils interviennent pour faire cesser un trouble, non. Parce que là, le but, c'est de faire cesser un trouble, en fait. Donc, c'est de la compétence de la police. Les pompiers peuvent intervenir, moi je me trompe peut-être, hein, mais non, ils peuvent intervenir pour porter secours à des animaux qui seraient en danger parce que ils sont formés aussi, hein, a priori. Voilà. Mais pour faire cesser un trouble à l'ordre public, c'est pas les pompiers. D'accord, très bien. Si maintenant on passait plutôt dans cette notion de propriété publique, je vais y arriver, on trouve un animal en détresse dans la rue. Quelles sont les choses auxquelles on doit, vous en avez déjà mentionné quelques-unes tout à l'heure, sécuriser, avoir du bon sens, etc. Mais toujours avec cette, on va dire, cette perspective de l'égalité. Quels sont les conseils que vous pouvez nous amener? Alors, sur la voie publique, si vraiment l'animal est mal en point, il faut intervenir, hein, de toute façon. Donc, bon, comme on disait tout à l'heure, faire en sorte de ne pas se faire blesser par l'animal. Donc, on va partir sur chien-chat, hein. Donc, voilà, chien-chat, on fait attention de ne pas se blesser. On a la possibilité de transporter cet animal. S'il est en difficulté physique, il faut le transporter vers un vétérinaire. À ce moment-là, c'est le vétérinaire qui dira la puce. Il verra s'il y a un détenteur officiel et c'est le détenteur officiel qui prendra les décisions. C'est-à-dire que vous, si vous amenez un chien que vous avez trouvé sur le bord de la route, vous n'allez pas dire au vétérinaire, de toute façon le vétérinaire ne le fera pas, vous n'allez pas lui dire oh non, il est trop mal en point, vous allez l'euthanasier, ni lui dire oh il a l'air mal en point, vous allez lui faire une opération à cœur ouvert qui coûte 4 000 €. Non, d'abord on s'assure que le chien est un détenteur ou pas, parce que c'est le détenteur qui a la possibilité de prendre ce genre de décision parce que ça implique des frais, quoi. Voilà, mais il n'y a pas, légalement, il n'y a pas plus de consignes que ça. Je veux dire, simplement, là, c'est vraiment, il n'y a pas de, et moi, je le déplore, hein, il n'y a pas en France l'équivalent de l'infraction de non-assistance à personne en danger pour les animaux. Un animal, ce n'est pas une personne, c'est un bien. Et malheureusement, on n'a pas encore créé, mais moi je ne perds pas espoir, hein, une infraction de non-assistance à un animal en danger. Alors c'est sûr que voilà, quand on voit un animal au bord de la route, tout dépend de la sensibilité de chacun. Il y en a qui vont le voir agoniser, qui vont passer leur chemin, et puis il y en a qui vont s'arrêter. Voilà. Donc c'est vrai que quand on a un minimum de cœur, on s'arrête et on ne va pas le regarder agoniser, donc il faut faire quelque chose. Donc on le prend, on le transporte chez un vétérinaire qui est seul habilité à lui apporter des soins, à moins qu'on ait voilà, les bases en termes de premiers secours.
mais ce n'est pas la majorité, malheureusement, pour l'instant, des gens qui les ont. D'ailleurs, voilà, encourageons ça, parce que c'est sûr que voir un animal agoniser et rien pouvoir faire, ça doit être quand même assez compliqué. Donc voilà, quand on n'a pas les bases de premier secours, on transporte immédiatement l'animal chez un vétérinaire en prenant garde à ne pas se faire blesser, à ne pas qu'il représente un danger dans votre véhicule, parce qu'il faut le contenir. Voilà, un chat blessé, c'est tout petit, un chat, hein, mais s'il a mal, il peut vous sauter dessus, il peut, voilà, si vous sautez dans les pédales, vous avez un accident de voiture, vous avez tout gagné, hein, vous et le chat. Hein, voilà, donc ça, c'est plus du bon sens que du droit, mais sur le plan légal, dans ces cas-là, il y a pas grand-chose, quoi. Est-ce que d'un point de vue légal, il y a une différence entre si c'est un animal accidenté, un animal abandonné ou des genres de choses comme ça? Est-ce que il y a quelque chose d'un point de vue de la législation qui ferait qu'on devrait faire attention à, vous avez mentionné tout à l'heure, si c'est un animal, par exemple, enfin, qui est blessé, peu importe qu'il soit accidenté ou pas, mais Mmh. vérifier j'aime pas le mot détenteur, mais juridiquement parlant, c'est ce qu'il faut dire, vérifier ça. Mais voilà, nous, à partir du moment où on trouve un animal, on va pas, à l'instant T, chercher à ce moment-là à vérifier s'il y a une Non, différence. il faut l'emmener chez un vétérinaire de toute façon, c'est la première des choses à faire. L'emmener chez un vétérinaire, même un animal abandonné, on ne sait pas depuis combien de temps il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il peut avoir un problème au rein, du coup, s'il n'a pas bu pendant longtemps. Donc, la première des choses à faire, c'est de le montrer à un professionnel de la santé animale pour qu'il puisse voir dans quel état il est. Et par la même occasion, bah, il va voir si l'animal a une puce ou pas. Si on est témoin on revient sur cette notion d'agression envers un animal, mais du coup, cette fois sur la voie publique, est-ce que les actions sont exactement les mêmes que ce que vous nous avez mentionné tout à l'heure? Ou est-ce qu'il y a des choses en plus qu'on peut faire du fait qu'on n'est pas dans un contexte privé? Pareil, on ne pourra pas plus intervenir, voilà, appeler les forces de l'ordre. Voilà, c'est le. Voilà. Après, urgence vitale, oui, proportionnalité, mais le problème, c'est qu'on se met en danger. Donc, voilà, faut vraiment analyser la situation à froid et peser les risques pour tout le monde, en fait. Voilà, Mhm. malheureusement, parfois, on restera là et la seule chose qu'on pourra faire, c'est appeler la police qui viendra ensuite récupérer l'animal mort et la personne, parce qu'éventuellement, vous aurez eu l'idée de la filmer. Voilà. Et si on réfléchit, ça fait presque un peu film, mais si on réfléchit au fait qu'on est peut-être témoin d'un accident pour prendre le cas de quelqu'un qui shoot un animal sur la route, si on a le réflexe à ce moment-là peut-être de prendre le numéro de plaque ou de regarder quel style de voiture, etc., c'est quelque chose que vous recommanderiez, je pense, pour Bah, essayer. de toute façon, cette personne peut être poursuivie. Alors après, bon, sous réserve qu'elle ne trouve pas un axe de défense, mais tout dépend si c'est volontaire ou involontaire. Mais de toute façon, l'atteinte involontaire à la vie d'un animal, elle est aussi sanctionnée. Hein, c'est une contravention. Après, voilà, il reste le délit de fuite, mais enfin bon, on ne va pas poursuivre pour ça. Donc c'est vraiment très minime, quoi. Mhm. Malheureusement, voilà, des animaux qui se font renverser sur la voie publique sans que personne ne s'arrête, il y en a tous les jours. Mais effectivement, si on peut identifier la personne au moyen de sa plaque d'immatriculation et que quelqu'un, je précise, qui a qualité pour agir, donc pas nous, soit le propriétaire de l'animal, soit une association de protection animale, eux auront qualité pour agir. Si une personne qui a qualité pour agir va déposer plainte et qu'on a effectivement je dirais la plaque, mais aussi une attestation de quelqu'un qui se mouille, parce que une plaque, moi, il y en a plein là dans mon quartier. Je prends en photo une plaque et puis je dis voilà, il vient d'écraser un chien. Voilà, comprenez, il y a des conflits qui font que le nombre de dénonciations et de signalements abusifs et injustifiés est énorme. Donc voilà, à un moment donné, il faut quand même avoir des éléments. Moi, je sais que c'est ce que je demande quand on me demande de déposer plainte. Je demande que quelqu'un se mouille, que quelqu'un me fasse une attestation sur formulaire CERFA en disant oui, j'ai vu ça, parce que les on dit, on m'a dit que, ou j'ai vu. Voilà, donc autant permettre à la police de travailler sur des vrais dossiers
tout à fait. Voilà, donc si on a la plaque d'immatriculation, si on a éventuellement filmé la scène, alors c'est vrai qu'il faut avoir le doigt sur le téléphone. En général, on est derrière en voiture, donc c'est pas recommandé non plus parce qu'on va nous dire, vous faisiez quoi avec votre portable? Faut penser à tout, hein. C'est ça, il faut. Voilà, mais après, oui, une personne qui renverse un animal sur la route de manière volontaire ou involontaire peut être poursuivie, effectivement, puisque ce sont des infractions qui sont des contraventions, mais ce sont des infractions qui sont prévues et sanctionnées par le code pénal. Et si on est témoin d'un abandon? Alors, je ne parle pas de la personne qui va dans un refuge ou dans Mmh, qui va légalement abandonner son animal, mais comme des abandons, comme on a vu pendant toute la période estivale, hein, des gens ouais, voilà, qui les abandonnent très froidement, soit proche d'une forêt, soit au milieu de la route. Si on est témoin de ça, là, c'est vrai qu'idéalement, il faudrait filmer la scène, c'est j'imagine, ça. en tant que preuve. Ouais, on en a vu des vidéos sur Facebook pour pas le citer, de gars qui arrivaient, qui attachaient son chien à un poteau, qui repartait en bagnole. Oui, oui, ça on l'a vu. Alors je crois que c'était pas en France, hein, mais effectivement sur une vidéo comme ça, on se doute bien qu'il laisse pas là le chien le temps qu'il fasse un pipi, le temps d'aller chercher de l'essence et revenir. Parce que voilà, mais ça aussi, hein, ça se plaide, hein. Mais Mais voilà, sur cette base-là, effectivement, alors là, la personne qui aura qualité pour agir, ce sera une association de protection animale, peut effectivement déposer plainte sur le fondement de l'article 521-1 du code pénal, pour abandon, tout à oui. fait. Dans quel cadre vous recommandez justement au-delà de contacter la police lorsque c'est nécessaire, comme on disait, ça fait du bon sens, dans quel cas vous recommandez de contacter des associations pour qu'elles soient partie prenante effectivement dans le cas en question? Bah, je dirais quand il y a des constatations à faire et quand il y a des négociations possibles. Parce que les associations, voilà, elles ont des enquêteurs qui sont formés, qui connaissent. Parce que nous, parfois, on a une sensibilité qui est à fleur de peau. On va estimer qu'il y a mauvais traitement, qu'il y a maltraitance, etc. Et ben, pas forcément. Donc, c'est bien d'avoir la vision de, entre guillemets, professionnels, mais de gens qui sont habitués à constater des mauvais traitements, etc. Je dis la même chose pour la DDPP, hein, c'est pareil, les animaux de rente, parfois on voit dans un champ une vache, elle est maigre, on voit ses côtes et tout ça, sauf que la vache, peut-être qu'elle vient de véler, et il y a certaines races de vaches qui sont effectivement très très maigres une fois le vélage fait. Et donc on crie à la maltraitance, nous, en tant que particulier, en se disant, mais elle est maigre, on voit rien. Et les agents de la DDPP, eux, savent qu'à telle période de son cycle de vie, cette vache-là, la Primolstein, on va voir ses côtes, on va voir ses… Voilà, donc il ne faut pas s'emballer. Et les associations ont justement cette vision, je dirais, objective de ce qui est vraiment une situation de souffrance. Et elles ont aussi la possibilité, parce que les gens sont formés, d'aller éventuellement, si elles constatent qu'un animal est très maltraité, pas heureux, etc., d'aller essayer de négocier avec la personne une cession de l'animal. Et ça arrive régulièrement hein, que les associations parviennent à sortir un animal de son carcan simplement en parlant à son maître, en le prenant par les sentiments, en disant bon ben voilà, il n'est pas heureux, vous ne pouvez pas lui offrir la vie qu'il mérite, voilà, cédez-le nous. Et ça arrive. Et puis après, ben, la grosse utilité des associations, c'est dans le cadre des procédures pénales, le fait de se constituer partie civile, parce que ça montre qu'il y a du monde, ça montre que chaque animal de France, qu'il soit approprié ou pas, il est protégé Mhm. par une entité, là pour le coup par plein d'entités, que sont les associations de protection animale. Il faut montrer qu'elles sont là et elles le montrent tous les jours sur le banc des parties civiles des tribunaux. Et ça, c'est important que les auteurs de maltraitance sachent que même si ils s'en prennent à un chat errant, ben, Mhm. il va y avoir quelqu'un en face. Voilà, parce que ça, parfois, quand on a des gens, je me rappelle récemment, j'ai eu un dossier, le gars a tiré une balle dans la tête d'un chat, et pour se défendre, il disait, mais je pensais qu'il était à personne. Oui, mais même s'il est à personne, ben voilà, il y a des sanctions et tu vois, il y a un tribunal. Donc voilà, et là, il y avait des associations sur le banc des parties civiles, et ça, c'est important. C'est marrant, il s'est pas dit, il est peut-être à personne, je vais lui donner à boire ou à manger. C'est marrant. Non, C'est l'effet non, non. Mais c'est bien parce que vous venez de mettre le doigt sur le pourquoi j'avais moi ce troisième axe qui est les actions sur le terrain. Parce que pour moi, les associations sont vraiment le lien entre l'aspect santé parce elles ont aussi des gens formés
pouvoir les accueillir ou apporter les premiers secours, et ces notions légales, autant que ce soit, comme vous disiez, pour les enquêtes, les investigations, mais aussi ce côté défense. Et je trouvais qu'elles ont vraiment, en fait, ouais, elles sont vraiment ce pont et le lien elles doivent avoir énormément de connaissances et des fois, je trouve qu'elles ne sont pas reconnues à leur juste valeur et pour tout ce qu'elles amènent, que ce soit au niveau, là, on parle de l'animal, mais il y a énormément d'associations aussi dans Bien d'autres sûr. catégories et la valeur ajoutée, la nécessité d'en avoir est tout aussi importante. Donc, c'est vrai que je trouve hyper important ce que vous venez de dire. Dans cette notion d'aider, d'amener, enfin de porter secours, peut-être que certains d'entre nous avons déjà été amenés à porter secours. Et j'avais deux questions en fait clés par rapport à ça. Et c'est vraiment sur la base d'une expérience que j'ai eue et c'est un peu des questions qui sont restées en suspens depuis énormément d'années. Quand on apporte secours à un animal et qu'on a fait les démarches effectivement d'appeler la police, enfin de faire le constat, de l'emmener vers les institutions, je dirais, adaptées pour qu'elles prennent soin de l'animal, est-ce qu'on a le droit de demander des exigences? J'entends par là, c'est que dans mon cas, par exemple, j'avais secouru un animal sur la route qui était blessé, donc j'ai appelé là où il fallait appeler. Entre-temps, ils m'ont dit gardez-le vous la nuit, on viendra le récupérer le lendemain matin. Donc, bref, tout ça a été convenu avec eux, je l'ai gardé la nuit. Ils sont venus le chercher et moi j'avais demandé, j'avais dit écoutez, avant de faire une action, j'ai envie de dire, de l'euthanasier, appelez-moi, tenez-moi au courant parce que s'il est à personne et que voilà, il est dans un point de vue de santé, je dirais, critique et qu'il faut l'opérer, tenez-moi au courant parce que moi je suis prête à assumer les coûts et à me faire, en fait, à prendre l'animal en charge. J'ai pas eu de nouvelles, j'ai rappelé, pas de nouvelles, j'ai rappelé 2 jours après, j'ai enfin réussi à les avoir et on m'a dit ah mais l'animal on a euthanasié, hein. C'est dans ce genre de cas que je disais, est-ce qu'on a le droit, entre guillemets, d'exiger quelque chose? L'idée n'est pas de dire on devient en train d'exiger, mais c'est vrai qu'on a eu une démarche. Moi, j'ai gardé cet animal pendant plus de 12 heures. Je lui ai apporté les premiers soins et c'est vrai que ben, j'étais prête à le prendre en charge. Et là, bon, on m'a laissé démunie et après, en fait, moi, j'ai eu un chagrin énorme. Oui, j'imagine. J'ai eu la sensation de, ah ben ouais, bah, qu'est-ce qu'on peut éventuellement demander ou est-ce qu'on a le droit de demander quelque chose? Alors, dans votre cas, vous, c'était un animal blessé, donc on n'était pas dans le cadre d'une procédure ou quoi aux caisses, donc c'était vraiment de l'assistance, je dirais. Et alors, exiger, malheureusement, personne ne peut rien exiger parce que vous n'étiez pas la propriétaire de l'animal. Néanmoins, c'est vrai que si vous aviez eu quelqu'un d'un petit peu humain en face, enfin, le bon sens aurait voulu qu'il fasse en sorte que cet animal soit sauvé et qu'il vienne habiter chez vous, voilà, parce que ça coûtait rien à personne, hein, donc ça, vous êtes juste tombé sur des personnes pas très pourvu en empathie, je dirais. Donc voilà, exigence non, demander, oui, on peut toujours. Après, ben voilà, l'exemple montre que tout dépend sur qui on tombe. Après, quand on fait, un signalement dans le cadre de maltraitance, et que c'est susceptible d'entraîner une procédure, judiciaire derrière, par exemple, l'exemple d'un signalement, au service santé protection animale d'une DDPP, sur un cheptel, qui serait maltraité ou autre, ou même hein, dans une association qui s'occupe d'animaux de compagnie, parce que ça arrive aussi. Un signalement à la DDPP va faire une intervention, etc. C'est nous qui avons signalé, mais nous, on n'a aucun droit de regard sur le rapport que va faire la DDPP. Elle n'a pas à nous le communiquer, elle nous le communiquera de toute façon pas. Mhm. Elle le communiquera au procureur pour qu'ils puissent envisager éventuellement des poursuites. Et ce rapport sera accessible à toutes les personnes qui seront parties à la procédure que le procureur pourra engager contre l'auteur des faits, c'est-à-dire le prévenu déjà, ou la prévenue, et les parties civiles. Donc, si c'est une association qui a signalé les faits à la DDPP, l'association, elle va se constituer partie civile, elle aura accès au rapport, mais elle aura accès au rapport bien en aval de son signalement, c'est-à-dire au moment où ben, le rapport il aura été transmis au procureur, le procureur aura décidé de poursuivre, donc on sait qu'il y a une procédure et on va à l'audience. Voilà, donc à ce moment-là, on peut avoir accès au rapport quand on est partie
à la procédure pénale parce que ça fait partie du dossier pénal. Mais en dehors de ça, même si c'est vous qui avez signalé que vous avez participé au sauvetage de 200 bovins ou de 36 chats qui étaient dans un état de vie déplorable, dans des conditions de vie déplorables, vous ne pouvez pas revendiquer le droit de connaître le contenu du rapport, ni même de savoir s'ils sont intervenus. Alors, généralement, ils sont plutôt sympas dans les DDPP. Voilà, ils disent on est intervenu, on n'est pas encore intervenu, etc. Ça, voilà, sachant qu'ils sont quand même débordés. Alors, c'est vrai qu'on tape beaucoup sur les DDPP, mais il faut quand même savoir qu'il y a un nombre de signalements énorme, qu'ils ont en plus des contrôles à faire, des contrôles réguliers. Donc, voilà, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas se déplacer dans le quart d'heure. Ce n'est pas possible. Voilà. Mais pour ce que je fréquente de DDPP, ce sont des gens qui font un boulot formidable. Hein, mais voilà, manque peut-être un peu de personnel. Quoi. Ouais, c'est comme tout. Voilà, comme partout, malheureusement. Comme là où il y a beaucoup plus besoin, des fois, alors, on ne met pas forcément les ressources. Je vais me tirer une balle dans le pied, mais c'est d'un point de vue politique. Hein. On ne va pas se leurrer. C'est que politiquement parlant, au niveau de nos gouvernements, on n'a pas forcément envie de mettre les ressources là où ils estiment, eux, pas nécessaires. Ça, les priorités ne sont pas les mêmes pour tout le monde, disons. Voilà. Bon, je vais arrêter là, sinon je vais m'emballer. Et la deuxième question que j'avais toujours dans cette notion, quand on a porté secours, vous avez amené un élément déjà tout à l'heure où vous disiez qu'il faut faire attention à comment, notamment lorsqu'on parlait d'animaux sauvages, hein, lorsqu'on porte secours parce qu'on pourrait nous inculper de quelque chose. C'était mon autre question. Est-ce qu'on peut être inculpé d'avoir apporté notre aide? Alors, apporter votre aide, non. Alors, ça y est, j'ai compris de quoi vous parliez. Ouais, là, on parle peut-être des abattoirs. Non, pas que, je parlais vraiment de manière générale. Ce qu'on peut, vous preniez le cas de tout à l'heure, par exemple, vous disiez un hérisson, mais on disait si on a appelé et qu'on a la preuve qu'on a appelé, qu'on va le diriger, quelque part, on pourrait peut-être pas nous inculper d'enfreindre braconnage. Mais c'est vrai que si on a apporté de l'aide voilà, on a parlé tout à l'heure, on a déjà couvert le cas, hein, mais de l'animal dans la voiture, de l'animal dans un jardin, est-ce que si du coup on a aidé l'animal, quels sont les cas où on peut porter plainte après contre nous? Il y a les cas que vous avez abordés déjà, qui étaient un peu le cas de la propriété privée ou déplacement non autorisé, si on peut dire, de certaines espèces qui sont protégées. Est-ce qu'il y a d'autres cas de figure ou quels sont les risques qu'on pourrait nous avoir? Non, alors là, on a fait un peu. Je pensais aux abattoirs parce qu'effectivement, le fait d'aller, je dirais, court-circuiter le fonctionnement de l'abattoir, là, on peut être poursuivi, mais on ne sera jamais poursuivi parce qu'on a essayé de faire quelque chose pour un animal. On va être poursuivi parce qu'on a fait quelque chose contre quelque chose. Alors, on va être poursuivi pour, je globalise, hein, donc soit braconnage, donc atteinte à la biodiversité, etc., soit violation de domicile, ça marche aussi pour les abattoirs, soit atteinte, violence volontaire, si on a essayé d'intervenir nous-mêmes, soit dégradation du bien d'autrui, si on a ouvert la voiture alors qu'il n'y avait pas besoin d'ouvrir tout de suite. Donc, on va être poursuivi sur la base d'infractions liées à notre méthode, en fait, je dirais. Mais le fait de porter assistance à un animal, quel qu'il soit, ne sera pas poursuivi parce que l'animal, il est protégé par la loi. L'animal est protégé par la loi, mais sous réserve de respecter les autres lois. C'est vrai qu'il y a des cas dont on entend beaucoup parler, et il y en a un que vous avez mentionné qui sont les abattoirs, c'est très critique, et l'autre cas qui est effectivement qui donne beaucoup à parler à juste titre, par exemple la chasse à courre, ou la chasse à vue, ou la chasse des renardeaux, enfin voilà. Et quand on essaye d'agir, par exemple, quand on sait qu'il y a la chasse à courre et puis qu'on essaye d'avertir, on va dire, les animaux ou se mettre entre les chasseurs et les animaux qu'ils essaient de chasser, c'est vrai que c'est pas toujours évident. On a des images qui ont circulé qui sont vraiment pas commodes. Non. À ce niveau-là, typiquement, on a eu des
des cas où les personnes qui ont essayé de défendre la situation par rapport à l'animal se sont vues, elles, interpellées plus que le chasseur qui essayait de vraiment de tuer l'animal dans des manières vraiment, on va dire, inhumaines et avec zéro empathie et zéro compréhension d'un être vivant. Donc, comment est-ce qu'on s'en situe à ça et quels sont les risques effectivement qu'on encourt lorsqu'on a envie, parce que celui qui a envie de s'interposer, il va s'interposer. Il entrave un droit. Malheureusement, le droit de chasse, il existe. Donc, il entrave un droit. Donc, il fait quelque chose contre. Et là, Donc, le poids là, c'est pas parce qu'il essaie d'aider l'animal, c'est parce qu'il entrave un droit. Et là, la notion de protection de l'animal, elle ne rentre pas du tout en compte, du coup. Animal sauvage. Non protégé. Animal sauvage, donc pas de compagnie, pas apprivoisé, pas tenu en captivité, donc pas protégé par un code pénal. Et puis, la chasse est une activité légale dans notre pays, même la chasse à courre pour l'instant. Donc, et du coup, c'est là où les actions comme le référendum est bienvenue. est plus que bienvenue. Et Ouais. je profite justement pour vous demander un peu pas forcément votre opinion, mais un peu les perspectives, en tout cas, quels sont les souhaits aussi qu'on émet avec ces démarches-là, ce qu'on aimerait envisager avec. Je suis allée voir tout à l'heure. On en est à 799 575 inscrits. C'est pas mal. On avance. Oui, bah, moi, de toute façon, c'est une initiative que je soutiens à 100%. Hein. Comment ne pas la soutenir de toute façon? Ce sont des grandes questions. Toutes les grandes questions sont là. Hein. De toute façon, l'élevage, la fourrure. Voilà. Alors après, il y a d'autres petites choses annexes, comme la corrida, par exemple. Mais ça découlera du reste, je pense. Voilà. Il y a beaucoup de bon sens dans ce qu'on dit, mais je ne suis pas persuadée que le bon sens soit une qualité qui vienne avec tout le monde. Voilà, disons que la corrida, c'est juste une toute petite thématique par rapport aux autres. Voilà, il y a un petit bout d'article à supprimer, donc ce sera beaucoup plus facile que toutes les autres ambitions du référendum. Donc, Et vous avez l'impression que ce sera quand même quelque chose qui... On ne sait pas effectivement comment ça va avancer, le référendum, est-ce qu'il sera accepté, pas accepté, etc. Quelle va être finalement l'évolution. Mais est-ce que de point de vue de perspective, en fait, et du fait que vous êtes quand même énormément impliqué sur pas mal d'actions, est-ce que vous avez la sensation qu'en tout cas, déjà, cette démarche-là va aider à éveiller un tout petit peu les consciences sur mettre le mot bien-être animal, statut animal, ou en tout cas sur, je dirais, le fait que ce sont quand même des êtres sensibles et qui méritent peut-être on mérite peut-être d'avoir un autre regard sur certaines choses par rapport à eux. tout à fait. Déjà, la démarche, le mot référendum, ça veut dire tout le monde participe, quoi. Quand on parle d'un référendum, voilà, donc ça implique vraiment tout le monde. Après, pareil, pour l'Assemblée nationale, il y a 6 propositions, ils peuvent en accepter certaines, en refuser certaines. Après, il va y avoir un débat autour de la proposition de loi. Donc, c'est pas parce que on est pour, je sais pas, l'expérimentation animale et qu'on va rejeter globalement toutes les mesures du référendum. On peut très bien s'inscrire et ensuite, il y aura une discussion sur chaque point de la loi. Donc ça, c'est important de le savoir, y compris pour voilà, les personnes de l'Assemblée nationale voilà, qui sont parfois un petit peu sur la réserve parce qu'il y a un point qui ne leur plaît pas. Donc c'est quand même important de savoir que ce sont des mesures qui sont indépendantes et qui seront après rediscutées. Tout ce qu'on demande, c'est la possibilité de discuter ces points, quoi. Donc voilà, mais moi je suis optimiste de nature, hein, donc vaut mieux l'être dans ce milieu-là, de toute façon. Mais non, je suis optimiste de nature et puis je sais que petit à petit, les choses ont déjà bien avancé sur les dernières années et on continue parce que effectivement, le citoyen lambda commence à comprendre ce qu'est un animal. C'est une préoccupation qui maintenant a une vraie place dans la société, la condition animale. Donc voilà, on évolue comme on a évolué sur le féminisme, le racisme. Voilà, c'est dans la logique de l'évolution d'une civilisation, je dirais. À un moment donné, il faut évoluer, quoi. Pour que ceux justement qui sont peut-être pas d'accord avec un point puissent quand même soutenir la démarche
et l'initiative parce que l'idée, c'est d'entrer en discussion, qu'il y ait un dialogue autour de tous ces éléments-là. Et Tout à pas juste fait. dire on est à 100% d'accord sur tous les éléments, mais c'est qu'on ait une discussion pour pouvoir avancer et faire progresser la condition animale. J'avais une question aussi par rapport à, comme je disais tout à l'heure, vous êtes très active. Il n'y a pas que le cabinet Animalex et Happy Earth Now. Je sais que vous êtes très active sur plein d'autres aspects. Je me posais plusieurs questions. Une d'entre elles étant, pendant cette période de Covid, on a été amené à être aussi un peu plus chez soi, ce qui a ramené potentiellement un peu de respiration et de calme à certains endroits par rapport à la nature et aux animaux. Ça, c'est si on veut garder le côté positif, mais d'un côté négatif, ça a peut-être aussi amené peut-être de la souffrance et de la détresse à d'autres animaux, dans d'autres circonstances. On ne sait pas. Peut-être que certaines personnes n'ont pas pu interagir et apporter le soutien qu'elles ont l'habitude d'amener, etc. Est-ce que vous, pendant cette période on y est encore un peu de Covid et de post-Covid et tout ça, est-ce que vous avez eu dans votre expertise plus de cas, moins de cas ou de cas différents? Est-ce que la routine, elle a un peu changé? Est-ce que vous avez vu des différences? Au niveau du cabinet des dossiers? Oui, ou même au niveau des actions que vous avez l'habitude d'avoir. Non, au niveau des dossiers, il n'y a pas eu de changement, il y a eu moins d'activité, hein, forcément, parce que les gens ben, voilà, étaient chez eux. Au niveau de mes activités autres, moi, je suis présidente d'association, on s'est efforcé de respecter le plus possible le confinement, mais on est quand même allé nourrir nos chats parce qu'on a des sites de nourrissage où, je précise, tous les chats sont stérilisés. Voilà, mais ben, ces chats-là, on les nourrit pour éviter qu'ils aillent voilà, nuire à droite à gauche et chasser la biodiversité. Donc voilà, donc là, on s'est efforcé d'aller tous les jours nourrir les chats. L'activité, elle s'est poursuivie. Après, c'est vrai que ça a dû être plus compliqué pour les refuges. Voilà, parce que ben, voilà, les refuges, il n'y a pas eu d'adoption possible. Il y a dû avoir des difficultés pour gérer les salariés, les bénévoles, etc. Donc c'est surtout à eux que je pense. Voilà, que pour eux, ça a été plutôt compliqué, plus compliqué que pour les petites associations comme la nôtre. Quoi. Tout à fait. Et ça me fait rebondir sur toute personne qui a envie de contribuer davantage, comme on disait, mettre son petit grain de sel ou faire un peu le colibri, de contribuer, de faire du bénévolat ou pas. Justement, vous êtes actif dans énormément de choses. Quelles sont les alternatives qu'on pourrait avoir? Alors, il y a deux aspects, je dirais peut-être ce côté associatif dans lequel je sais que vous êtes active, mais peut-être aussi les personnes qui auraient envie de peut-être suivre une formation de droit ou s'intéresser par rapport à des séminaires de droit et éthique animale. Il y en a à Strasbourg. Enfin, voilà, il y a énormément de choses. Quels sont peut-être vos conseils ou des choses que les gens pourraient aller explorer à ce niveau-là? Alors, sur le plan des formations, alors moi, je parle bien de ce que je connais parce que pour le reste, voilà. Pour celles que j'ai suivies, moi, je recommanderais ben, le DU droit animalier de Brive-la-Gaillarde. Voilà, j'ai eu la chance de faire partie de la première promotion et c'est vraiment un diplôme qui est très, très enrichissant sur le plan pédagogique, mais aussi sur le plan humain parce que les profils des étudiants sont très, très variés, donc on s'enrichit de tous les côtés. L'équipe pédagogique sont des passionnés, donc voilà, c'est un vrai bonheur. Pour vous donner une idée, j'ai préparé, Ah, il y a ce bouquin qui est super, donc le droit animalier, Jean-Pierre Marguenot, Florence Burga, Jacques Leroy. Donc il y a une petite partie de ce qui est inclus dans le DU de Brive-la-Gaillarde et qui nous permet de voir l'ampleur de la matière, déjà un petit peu l'historique et puis l'ampleur de la matière dont moi-même je n'avais pas conscience avant de faire ce diplôme. Je ne m'étais pas rendu compte qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, l'animal est vraiment partout. Et il est tellement partout que, deuxième point, que voilà, ça représente ça, en fait, des textes relatifs aux animaux en France. Ça représente, voilà, ce code de l'animal qui est sorti, je crois, en 2018. Ça, c'est l'édition 2019, donc on attend le 2020 qui a dû peut-être sortir aussi. Voilà, donc le DU droit animalier et également, alors après, moi, c'est vrai que j'aime bien avoir la vision
scientifique aussi, sachant que bon, j'ai jamais été bonne en maths ou quoi, donc j'aime bien travailler avec des vétérinaires parce que voilà, pour défendre un animal, sur le plan juridique, je pense qu'il faut le connaître sur le plan biologique et physiologique. Et ça, moi, j'ai pas les compétences, donc j'aime bien m'adjoindre les compétences d'autres ou apprendre des choses sur le sujet quand c'est vraiment vulgarisé. Et pour ça, moi, je recommande il y a un MOOC qui est pas mal. Ça s'appelle le bien-être des animaux de ferme ou quelque chose comme ça, mais je pourrais vous envoyer le lien, qui est Référence. super bien fait et qui justement nous explique que voilà, une vache qui est maigre n'est pas forcément une vache maltraitée, sous-alimentée. C'est assez important de le savoir. Et au niveau des formations, je recommanderais aussi le diplôme d'établissement protection animale de la science au droit, qui est dispensé à l'école des services vétérinaires, à l'école nationale des services vétérinaires de Lyon. Là, c'est vraiment, on cible la réglementation et la différence avec le DU de Brive, c'est que les cours sont donnés non pas par des universitaires, mais par des professionnels. Donc, c'est une vision qui est complètement différente et qui est complètement complémentaire en fait. Cette formation, elle a cette spécificité-là que le matin, on est en cours et l'après-midi, on est sur le terrain. Donc, ça permet de vraiment voir des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir en tant que citoyen lambda. Donc, c'est vraiment une formation que je ne regrette pas d'avoir faite aussi. Voilà pour les formations. Alors, je sais que celle de Strasbourg est de grande qualité, puisque parmi mes camarades de classe ODE, il y avait des personnes qui l'avaient suivie. Je sais qu'elle est de grande qualité. Bon, moi, j'ai pris la décision d'arrêter les formations parce que bon, j'ai essayé d'en faire une là, cette année, mais c'était celle de trop. Donc, bon, voilà, pour l'instant, j'arrête. Mais voilà, si je dois en faire une, si ça me reprend, je pense que je ferai celle de Strasbourg. Parce que brièvement, mais je l'ai faite l'année dernière. Ouais. Et c'est vrai que moi, alors, je suis sur Suisse, hein, mais même si c'était sur le droit français, on a quand même un tout petit peu abordé le droit européen et un peu les différences sur les différents pays, ce que j'ai trouvé très intéressant. Mais je vous rejoins quand vous parliez tout à l'heure par rapport à votre DU, c'est qu'il y a énormément d'éléments sur lesquels on n'imagine pas. Et j'ai trouvé que pour moi, qui ne suis pas du tout dans le domaine, mais pour avoir juste une vision, je dirais, holistique, mais très brève, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'était 4 jours, 3 ou 4 jours. Mm. Donc c'est pour les personnes qui, comme moi, n'avaient pas plus de temps à disposition, mais c'est déjà 4 jours. Ça amène beaucoup de choses. Effectivement, on ressort avec la tête comme ça, tellement il y a d'éléments et on n'arrive pas à tout retenir. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est effectivement cette diversité autant des intervenants et la qualité de ce qui est délivré, mais c'est multidimensionnel et c'est ce que vous mentionnez tout à l'heure, c'est qu'il y a énormément de paramètres qu'on n'imagine pas et en même temps, tout est interconnecté. C'est ça qui est fascinant. Et c'est vraiment quelque chose aussi que je recommanderais à des personnes qui ont envie d'en savoir un peu plus, mais qui n'ont peut-être pas la possibilité de faire une formation universitaire de plusieurs mois ou de plusieurs années. C'est un premier petit pas peut-être. Oui, tout à fait, ça permet d'avoir les bases et puis de se rendre compte, voilà, puis c'est pareil pour les professionnels, de voir si ça nous plaît ou si ça ne nous plaît pas. Complètement. Voilà, donc ça, c'était pour les formations. Après, sur le bénévolat, voilà, la personne qui veut s'impliquer pour la cause animale, il y a tout à faire, en fait, hein, que ce soit des actions pédagogiques auprès d'associations dont c'est le domaine d'intervention, des actions sur le terrain auprès d'associations qui ont toujours besoin de nourrisseurs, de familles d'accueil. Les petites associations, enfin, ça semble pas grand-chose, mais si on n'a pas de famille d'accueil, on peut rien faire, on peut pas faire de stérilisation, on peut pas faire de sauvetage. Donc voilà, une famille d'accueil, ça peut aller de 4 jours pour une femelle gestante à plusieurs mois pour des animaux qui vont être adoptés, c'est hyper important. Voilà, du bénévolat, on peut en faire partout. Je veux dire, il y a besoin partout. Aller promener des chiens dans des refuges. Certains appellent ça les dog sitters, des dog walkers, je crois. Voilà, ben on a le samedi après-midi, on ne sait pas quoi faire, ben on va dans le refuge, on balade un peu des chiens, ils respirent un peu l'air pur, ils se dégourdissent les pattes et ça fait plaisir à tout le monde. Et moi, j'ai fait un truc récemment que j'ai trouvé génial et auquel je n'avais pas pensé avant. C'était aller faire une journée de bénévolat dans un centre de sauvegarde de faune sauvage. Voilà, je me suis retrouvée à nourrir des bébés martinets qui étaient tombés du nid et voilà, qui ne savaient pas manger tout seuls. J'avais jamais fait, hein, j'avais jamais ouvert un bec de ma vie. Et voilà, c'est une expérience super et c'est vrai qu'on n'y pense pas.
et que les centres de sauvegarde de faune sauvage ont besoin de gens parce qu'effectivement, quand il y a 60 martinets à nourrir toutes les 3 heures, ça prend du temps hein, parce que voilà. Et s'il n'y a personne, bah, c'est compliqué. Donc, ne pas les oublier parce que chien-chat, c'est bien, ils en ont besoin, mais la faune sauvage aussi. Et c'est hyper enrichissant en plus. C'est vraiment en même temps d'y retourner. Ouais, j'imagine, mais c'est ça que je trouve génial. C'est pour ça que je vous posais la question, parce que souvent, quand on pense à du bénévolat, beaucoup de personnes vont penser à chien-chat, sans dire qu'il faut. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du Il y a bénévolat. du besoin partout. Voilà. Mais c'est bien de se rendre compte qu'il y a aussi d'autres besoins ailleurs et qu'on peut effectivement agir à divers niveaux. On avait parlé avec Anne-Laure Duguay de LPO, justement, qui a même aussi des fois des formations pour aider à faire du bénévolat, parce que pas toutes les actions sur le terrain, lorsqu'on parle des premiers secours, ou comme on a vu aussi avec David Roussin, il faut aussi certaines connaissances, on ne s'improvise pas. Bien sûr. On ne s'improvise pas pour faire des premiers soins. Et, euh, et qu'on peut effectivement agir à plein de niveaux. Et il suffit juste de se renseigner finalement peut-être quels sont les endroits existants le plus proches de chez soi et d'aller poser la question. Donc on encourage effectivement tout le monde à juste aller se renseigner et voir qu'est-ce qui peut nous toucher. On a tous une sensibilité différente et on peut se découvrir une passion, bah, peut-être pour les petits oiseaux, pour ouvrir des becs, et puis d'autres, ça va être pour aller faire de la promenade, d'autres, ça va Ouais. être pour autre chose. Donc, Ouais, nettoyer. non, mais il ne faut pas hésiter Voilà. parce que l'accueil est toujours bienveillant. Il ne faut pas oublier que les associations, c'est quasiment que des bénévoles. Ce sont des gens qui sont comme nous. Donc voilà, l'accueil, il est toujours bienveillant. Si on arrive et qu'à la base, ben, on n'a pas les connaissances, on va nous les apprendre, on va nous les donner pour qu'on puisse venir s'impliquer dans une équipe. Et voilà, et puis c'est super enrichissant aussi sur le plan humain. On est utile à la cause et en même temps, ben voilà, ça permet de rencontrer des gens, ça crée du lien social et voilà, c'est enrichissant de tous les côtés, quoi. Super. Moi, j'ai pas d'autres questions comme ça qui me viennent en tête suite à notre discussion. Est-ce que vous, de votre côté, il y a des choses, peut-être un mot de fin que vous auriez envie de partager avec l'audience qu'on aura ou des recommandations, des encouragements, des messages, des appels? Euh, Alors, des recommandations, non, pas vraiment. Bah, simplement, non, encourager les gens à rester optimistes, parce que c'est vrai que c'est un combat qui n'est pas facile hein, au quotidien. On est confronté à de la souffrance, etc. Mais il faut, et c'est pas facile, se concentrer sur les choses qui avancent, sur les choses positives, parce qu'il y en a. Parce que si on se laisse déborder par les choses noires et négatives, on avance moins vite. Donc voilà, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui avancent pas, des choses qui avancent mais pas assez vite. Alors, on en est tous conscients. Mais voilà, il faut toujours voir la lumière au bout du tunnel et là, la lumière, elle est de plus en plus brillante. Donc voilà, il faut s'accrocher à ça, puis on y va, quoi. Magnifique. Je trouve que c'est un parfait mot de la fin. Merci beaucoup, Olivia. Pour ceux que nous regardent, on mettra en référence en dessous de la vidéo sur YouTube toutes les différentes références des livres qu'Olivia a partagés, les formations, on mettra voilà, les liens envers les écoles. Puis éventuellement, s'il y a des choses annexes auxquelles on pense d'ici là, on les mettra en référence. On partagera aussi sur Facebook et les différents réseaux sociaux. Et on fera aussi le lien avec les autres intervenants. On va avoir, on va avoir le 8 une conférence de David Roussin qui nous présentera qui nous a présenté les premiers secours. On va avoir Maître Gotchel pour le droit suisse et savoir comment le droit suisse peut éventuellement inspirer le droit français pour ce qui est de la condition animale. J'ose espérer d'avoir une deuxième conférence du groupe Global Animal peut-être à l'avenir par rapport au statut animal. J'aimerais bien pouvoir lancer ça plus tard. Et on aura aussi des conférences avec des associations. L'IFO qui va aussi nous parler un peu de leurs projets et comment ils agissent sur le terrain. Et SES pour un monde meilleur sur Genève, qui agit sur Genève, France et Espagne. Donc voilà, quelques petites associations qu'on va mettre un peu en lumière. Je parle de celles avec lesquelles j'ai collaboré, donc c'est vrai que c'est plus facile pour moi d'avoir des contacts. Et on espère en tout cas que ça va
apporter de la lumière sur toutes ces associations et sur le magnifique travail qu'elles font. Et j'encourage toutes les personnes, comme disait Olivia, à rester positifs et à mettre notre grain de sel, aussi petit soit-il. Toutes les actions comptent et rien n'est petit, en fait, finalement. Tout est important. Donc, on est tous importants à notre niveau. Et on vous remercie de votre écoute et magnifique journée à tous. Et encore 1000 fois merci à Olivia d'avoir répondu présente et surtout d'avoir été aussi, comme dirait David, pratico-pratique. On reconnaît bien les expressions, hein. Parce que je pense que c'est essentiel lorsqu'on aborde des thématiques comme la législation qui, pour certaines personnes, peut paraître quelque chose de très lointain ou de difficile finalement à toucher. Et lorsqu'on aborde ça sous le regard, comme vous l'avez amené, du bon sens, ça prend toute une autre dimension et il est plus facile de se dire, ah ben, quels sont peut-être les bons réflexes ou en tout cas la bonne démarche dans un premier temps, si on aborde ça sur l'œil du bon sens. Donc, encore merci Olivia et à Merci tout à bientôt. vous. Au revoir. Au revoir.